Tu sais déjà ce que tu devrais faire. Tu le sais depuis longtemps. Tu connais les bonnes habitudes, les bonnes décisions, les bons comportements. Tu sais qu'il faut commencer plus tôt, rester concentré, arrêter de remettre à plus tard et faire ce que tu as promis de faire. Et pourtant, malgré cette connaissance, il y a une répétition étrange dans ta vie. Une répétition silencieuse, presque invisible au quotidien, mais très claire lorsque tu regardes en arrière. Tu commences quelque chose avec intention. Tu ressens une motivation forte, presque une certitude intérieure que cette fois sera différente. Tu fais des plans. Tu imagines une version plus disciplinée de toi-même, plus stable, plus constante. Mais après quelques jours, parfois quelques heures, quelque chose change. L'élan diminue, la clarté s'estompe, et progressivement, tu reviens à ton ancien rythme. Et à ce moment-là, une phrase apparaît souvent dans ton esprit. « Je manque de discipline ». Cette phrase semble logique. Elle semble expliquer la situation. Elle donne une réponse simple à un problème complexe. Mais si tu observes vraiment ce qui se passe, tu commences à voir que cette explication est incomplète. Parce que si le problème était simplement un manque de discipline, alors la solution serait aussi simple que la volonté. Et pourtant, cela ne fonctionne pas ainsi dans la réalité. Il y a des moments où tu es sincèrement déterminé. Des moments où tu es convaincu que cette fois, tu vas changer. Et malgré cela, tu te retrouves exactement au même point quelques jours plus tard. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas un manque d'information. Tu sais déjà quoi faire. Tu n'as pas besoin de plus de conseils. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Alors pourquoi est-ce que le comportement ne suit pas la connaissance? Brian Tracy aborde cette question d'une manière très directe. Il ne commence pas par dire que les gens sont paresseux ou incapables. Il commence par remettre en question quelque chose de plus subtil. La relation entre intention et action. Parce que dans la vie réelle, ces deux choses ne sont pas toujours alignées. Entre ce que tu veux faire et ce que tu fais réellement, il existe un espace invisible. Et dans cet espace, quelque chose intervient constamment. Une force discrète, mais extrêmement puissante. Une force qui transforme tes décisions, modifie tes priorités et redéfinit ton comportement sans que tu en sois pleinement conscient. Cette force, c'est ce que beaucoup de gens appellent les excuses. Mais le mot « excuse » est souvent mal compris. Il ne s'agit pas seulement de phrases évidentes comme « je n'ai pas le temps » ou « je suis trop fatigué ». Les excuses les plus puissantes sont souvent beaucoup plus subtiles. Elles ne se présentent pas comme des mensonges évidents. Elles se présentent comme des raisons logiques, des ajustements raisonnables, des décisions temporaires. Je vais commencer demain. Je vais le faire quand j'aurai plus d'énergie. Ce n'est pas le bon moment. Je vais attendre d'être plus près. Sur le moment, ces pensées semblent totalement raisonnables. Elles réduisent la pression. Elles créent un sentiment de soulagement immédiat. Et c'est précisément pour cela qu'elles sont si puissantes. Parce qu'elles ne ressemblent pas à une résistance. Elles ressemblent à de la logique. Mais si tu observes le schéma sur la durée, tu remarques quelque chose d'important. Ces décisions logiques produisent souvent le même résultat, le maintien de ta situation actuelle. Et c'est là que commence la véritable compréhension du problème. Le manque de discipline n'est pas simplement une absence de capacité à agir, c'est souvent une interaction entre intention, émotion et justification mentale. Tu veux avancer, mais en même temps, ton esprit cherche à éviter l'inconfort immédiat. Et pour résoudre ce conflit interne, il crée une justification qui rend l'inaction acceptable. Ce processus est automatique, il se produit sans réflexion consciente profonde. Et c'est pour cela qu'il est difficile à remarquer. Au lieu de voir « je choisis de ne pas agir », tu ressens « je ne peux pas agir maintenant ». Et cette différence change complètement ta perception de toi-même. Parce que dans le premier cas, il y a responsabilité. Dans le second, il y a contrainte. Et la plupart des gens passent leur vie à osciller entre ces deux perceptions sans vraiment comprendre ce qui se passe entre les deux. Ce que Brian Tracy met en lumière, c'est que la discipline n'est pas seulement une question de volonté brute. C'est une question de capacité à reconnaître ces moments où l'esprit commence à créer des excuses et à ne pas leur donner immédiatement le pouvoir de décision. Mais avant même de parler de solution, il faut comprendre la nature du problème. Parce que tant que tu penses que le problème est simplement un manque de motivation ou de caractère, tu restes dans une explication trop simple pour être utile. Et cette simplicité te donne une illusion de compréhension sans changement réel. La réalité est plus subtile. Elle se joue dans les micro-moments
où une décision pourrait être prise, mais où une justification mentale intervient juste assez vite pour détourner l'action. Et c'est précisément dans ces micro-moments que tout se joue. Lorsque tu regardes de plus près ce mécanisme intérieur, quelque chose devient de plus en plus évident. Le problème n'est pas simplement que tu ne sais pas quoi faire, mais que ton esprit intervient entre ce que tu sais et ce que tu fais. Et cette intervention n'est pas toujours violente ou visible, elle est souvent douce, logique, presque rassurante. Tu décides que tu vas travailler sur quelque chose d'important. Tu es même sincèrement motivé au départ. Mais au moment précis où l'action doit commencer, une légère résistance apparaît. Ce n'est pas une barrière claire. C'est une sensation subtile, une sorte de poids mental, une petite hésitation. Et dans cet instant, ton esprit commence immédiatement à chercher une solution pour réduire cet inconfort. C'est là que les excuses commencent à se former. Elles ne naissent pas comme des mensonges évidents. Elles naissent comme des ajustements intelligents. Ton cerveau essaie de protéger ton confort immédiat tout en préservant l'image que tu as de toi-même. Parce que tu ne veux pas te voir comme quelqu'un qui abandonne. Tu veux te voir comme quelqu'un de logique, raisonnable, équilibré. Alors au lieu de dire « je n'ai pas envie », ton esprit transforme cela en quelque chose de plus acceptable. Je vais commencer plus tard. Je dois d'abord faire autre chose. Je ne suis pas encore dans le bon état d'esprit. Et à ce moment-là, tu ressens un soulagement immédiat. La pression disparaît, l'inconfort diminue, et ton cerveau interprète ce soulagement comme une bonne décision. Mais en réalité, ce qui vient de se produire n'est pas une optimisation rationnelle. C'est une régulation émotionnelle. Ton esprit a choisi de privilégier le confort immédiat plutôt que l'action alignée avec ton objectif. Et ce processus se répète tellement souvent qu'il devient invisible. Tu ne le remarques plus comme un choix. Tu le ressens comme une simple réalité du moment. Tu crois sincèrement que tu n'étais pas prêt, ou que les conditions n'étaient pas idéales. Mais ces conditions idéales n'arrivent presque jamais, parce qu'elles sont constamment redéfinies par ton état intérieur. Brian Tracy insiste sur un point essentiel. Les excuses ne sont pas des événements isolés. Ce sont des habitudes mentales répétées. Elles deviennent une manière automatique de gérer la tension entre ce que tu veux faire et ce que tu préfères ressentir. Et plus cette habitude se répète, plus elle devient rapide. Au début, tu prends peut-être quelques minutes pour te convaincre de reporter une tâche. Ensuite, cela prend quelques secondes. Et finalement, cela devient presque instantané. L'excuse apparaît en même temps que l'intention d'agir. Et dans certains cas, elle apparaît même avant que l'action ne soit clairement définie. C'est pour cela que certaines personnes disent « Je sais exactement ce que je devrais faire, mais je ne le fais jamais ». Ce n'est pas un problème de compréhension. C'est un problème d'interruption automatique entre la pensée et l'action. Et cette interruption est souvent invisible parce qu'elle est déguisée en logique. Ton esprit ne dit pas « n'agis pas ». Il dit « attends un peu, prépare-toi mieux, choisis le bon moment ». Et ces phrases semblent raisonnables. Elles semblent même responsables. Mais si elles ne sont jamais suivies d'action, elles deviennent simplement des mécanismes de maintien du statu quo. C'est ici que la discipline commence réellement à prendre son sens. La discipline n'est pas seulement la capacité à agir quand tu es motivé. C'est la capacité à agir malgré la présence de cette résistance interne. C'est la capacité à reconnaître le moment où ton esprit cherche à reporter l'action sans raison réelle et à ne pas accepter immédiatement cette proposition mentale. Mais cela demande une forme de lucidité particulière, parce que tu ne luttes pas contre une force externe. Tu fais face à ton propre processus de justification interne, et ce processus est conçu pour être convaincant. Il utilise la logique, la prudence, et même parfois des préoccupations légitimes pour renforcer son argument. Par exemple, il peut utiliser la fatigue comme justification, ou le manque de temps, ou le fait que tu seras plus efficace plus tard. Et parfois, ces raisons peuvent être partiellement vraies. Mais la question importante n'est pas de savoir si elles sont vraies ou fausses. La question est de savoir si elles sont systématiquement utilisées pour éviter l'action. Et c'est là que le schéma devient visible. Les personnes disciplinées ne sont pas celles qui n'ont jamais ces pensées. Elles sont celles qui ont appris à ne pas leur donner automatiquement le contrôle. Elles ont développé une capacité à remarquer le début du processus avant qu'il ne se transforme en décision finale. Cela signifie qu'entre l'intention et l'action, elles ont introduit un espace de conscience. Dans cet espace, l'excuse peut apparaître, mais elle n'est pas immédiatement acceptée comme une vérité. Elle est observée, évaluée et parfois rejetée.
Et ce simple changement transforme complètement la dynamique intérieure. Parce qu'au lieu de vivre dans un automatisme où l'excuse devient la décision, tu commences à vivre dans un espace où l'excuse devient une information. Mais cet apprentissage n'est pas confortable au début, parce qu'il te confronte directement à la manière dont tu fonctionnes habituellement. Il révèle que beaucoup de tes décisions passées n'étaient pas basées uniquement sur la logique, mais sur la recherche de confort immédiat. Et cette prise de conscience peut être dérangeante. Mais elle est aussi libératrice, parce qu'elle montre que le problème n'est pas une absence de capacité, mais une habitude mentale modifiable. Et si une habitude peut être modifiée, alors le résultat peut changer. À ce stade de la réflexion, une nouvelle question commence naturellement à apparaître dans ton esprit. Si les excuses ne sont pas simplement des événements isolés, mais des habitudes mentales automatiques, alors pourquoi sont-elles si puissantes, même chez des personnes intelligentes, capables et conscientes de leurs objectifs? La réponse se trouve dans la manière dont le cerveau humain gère l'inconfort. Chaque fois que tu te fixes un objectif important, surtout un objectif qui demande de l'effort, de la régularité ou un changement de comportement, tu entres dans un léger état de tension intérieure. Ce n'est pas toujours une tension forte ou visible. Parfois, c'est juste une forme de résistance subtile, un petit décalage entre ce que tu sais devoir faire et ce que tu ressens sur le moment. Et ton esprit interprète cette tension comme quelque chose à résoudre immédiatement, pas en avançant, mais en la faisant disparaître. C'est ici que les excuses deviennent un mécanisme de soulagement. Lorsque tu dis « je le ferai plus tard »,« je ne suis pas prêt » ou « ce n'est pas le bon moment », ton esprit ne perçoit pas cela comme un échec. Il perçoit cela comme une réduction immédiate de l'inconfort. Et cette réduction est récompensée intérieurement par une sensation de soulagement. Ce soulagement est très important, parce que le cerveau humain apprend rapidement ce qui réduit la tension et ce qui l'augmente. Et tout comportement qui réduit immédiatement l'inconfort est renforcé, même s'il va à l'encontre de tes objectifs à long terme. C'est pour cela que les excuses deviennent si automatiques. Elles ne sont pas seulement des pensées, elles deviennent des stratégies de régulation émotionnelle. Et plus tu les utilises, plus elles deviennent rapides, naturelles et invisibles. Au début, tu peux encore remarquer que tu es en train de trouver une excuse. Tu peux encore sentir le moment où tu choisis de reporter une action. Mais avec le temps, ce processus devient si rapide qu'il se produit avant même que tu aies le temps de l'observer clairement. Et à ce stade, tu n'as plus l'impression de faire un choix. Tu as l'impression de simplement constater que ce n'est pas le bon moment. C'est une illusion très subtile, parce que ton esprit transforme une décision en perception. Au lieu de voir « je choisis de ne pas agir », tu ressens « je ne peux pas agir maintenant ». Et cette transformation rend l'excuse invisible en tant que choix. C'est ici que la discipline commence à prendre un sens beaucoup plus profond que la simple volonté. La discipline, dans la vision de Brian Tracy, n'est pas un état constant de motivation ou de force mentale. C'est une capacité à interrompre ce processus automatique avant qu'il ne devienne une décision finale. Cela signifie que la discipline se joue souvent dans un espace très court, presque imperceptible. Un instant où l'intention d'agir existe encore, mais où l'excuse commence à apparaître. Un moment où les deux possibilités sont encore présentes, agir ou reporter, avancer ou soulager l'inconfort. Et dans cet instant, tout dépend de ce qui prend le dessus. Mais pour la plupart des gens, ce moment passe inaperçu, parce que l'esprit est très efficace pour justifier ses décisions après coup. Une fois que l'action est reportée, il devient facile de rationaliser ce choix. Tu peux toujours trouver une explication logique, une raison raisonnable, une justification acceptable. Et plus tu fais cela, plus ton identité s'adapte. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui reporte une action. Tu te vois comme quelqu'un qui planifie mieux, qui attend le bon moment, ou qui optimise son énergie. Et cette identité rend encore plus difficile la reconnaissance du vrai mécanisme en jeu. C'est pour cela que la discipline est souvent une question d'identité autant que de comportement. Les personnes disciplinées ne sont pas simplement celles qui agissent plus. Ce sont celles qui ont une perception différente de ce moment critique entre intention et action. Elles reconnaissent plus rapidement le début de la justification mentale. Elles voient plus clairement la différence entre une véritable réflexion et une excuse déguisée en logique. Et cette capacité change leur rapport au temps. Parce qu'au lieu de vivre dans un cycle constant de report et de reprise, elles créent une continuité dans l'action, même imparfaite, même incomplète, mais continue.
Et cette continuité est ce qui produit des résultats sur le long terme. Mais il est important de comprendre que ce processus ne consiste pas à éliminer toutes les pensées de résistance. Ce n'est pas réaliste. Le cerveau continuera toujours à chercher le confort, à éviter l'inconfort et à proposer des alternatives plus faciles. Le vrai changement consiste à ne plus confondre ces pensées avec des décisions finales. Il s'agit de créer une séparation entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et cette séparation n'est pas naturelle au début. Elle doit être développée consciemment, par répétition, par observation et par expérience. Chaque fois que tu remarques une excuse en train de se former et que tu choisis quand même d'agir, tu renforces cette séparation. Chaque fois que tu agis sans attendre la disparition de l'inconfort, tu affaiblis le pouvoir automatique de l'excuse. Et progressivement, quelque chose change dans ton identité. Tu commences à te voir différemment. Tu n'es plus quelqu'un qui dépend de la motivation pour agir. Tu deviens quelqu'un qui agit même en présence de résistance mentale. Mais ce changement n'est pas linéaire. Il y a des moments où tu retombes dans les anciens schémas, des moments où l'excuse est trop rapide, trop convaincante, et où tu te rends compte après coup que tu as encore reporté quelque chose d'important. Et ces moments ne signifient pas que tu as échoué. Ils font partie du processus de transformation. Parce que la discipline n'est pas une absence d'erreur, c'est une réduction progressive de la fréquence et de la durée de ces interruptions. Et avec le temps, cette réduction devient visible. À mesure que tu continues à observer ton propre comportement, quelque chose devient de plus en plus clair, presque inévitable. Tu commences à voir que le vrai problème n'est pas simplement de savoir quoi faire, ni même de comprendre pourquoi c'est important, mais de gérer ce moment précis où ton esprit cherche à te détourner de l'action. Et ce moment est toujours très silencieux. Il n'arrive pas avec un signal clair. Il n'y a pas de notification mentale qui dit « Attention, excuse en cours de formation ». Au contraire, tout semble parfaitement normal. Tu es en train de réfléchir, d'analyser, de planifier. Et pourtant, dans cette réflexion, quelque chose commence doucement à changer de direction. L'intention d'agir existe toujours, mais elle perd légèrement de sa force. Et en parallèle, une nouvelle idée apparaît. Une idée plus confortable, plus douce, plus acceptable. Une idée qui ne rejette pas directement ton objectif, mais qui le repousse légèrement dans le temps. Je vais commencer après. Je vais d'abord me préparer un peu mieux. Je serai plus efficace plus tard. Je ne suis pas dans le bon état maintenant. Et ce qui est fascinant, c'est que chacune de ces phrases peut sembler parfaitement raisonnable lorsqu'elle apparaît seule. Mais lorsqu'elles deviennent un schéma à répéter, elles commencent à produire le même résultat, le maintien de ta situation actuelle. C'est ici que la discipline commence à se révéler comme quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple effort de volonté. La discipline, telle que Brian Tracy l'a décrit, n'est pas une explosion de motivation. Ce n'est pas une énergie exceptionnelle qui apparaît de temps en temps. C'est plutôt une capacité stable à reconnaître les moments où ton esprit tente de remplacer l'action par une justification. Et cette capacité repose sur un point essentiel, la conscience du moment présent. Parce que les excuses ne fonctionnent pas dans le passé ou le futur, elles fonctionnent uniquement dans l'instant présent, là où une action pourrait se produire. C'est dans ce court espace que tout se joue. Tu as une intention, tu ressens une légère résistance, et immédiatement, ton esprit cherche une alternative pour réduire cette tension. Et si tu n'es pas attentif à ce processus, la décision est déjà prise avant même que tu t'en rendes compte. C'est pour cela que beaucoup de personnes disent « Je ne sais pas comment c'est arrivé ». Elles n'ont pas vu le moment de transition. Elles n'ont pas observé le passage de l'intention à la justification. Mais lorsque tu commences à observer ce mécanisme, même légèrement, quelque chose change. Tu ne vis plus uniquement dans le résultat de tes décisions, mais aussi dans le processus qui les produit. Et ce changement de perspective est fondamental, parce que maintenant, tu peux commencer à intervenir plus tôt, pas en forçant plus de discipline, mais en reconnaissant plus rapidement le début du processus d'excuse. Et cette reconnaissance change tout. Parce qu'une excuse reconnue n'a pas le même pouvoir qu'une excuse invisible. Une excuse non observée devient une décision automatique. Une excuse observée devient une option mentale que tu peux accepter ou rejeter. Et cette différence transforme progressivement ton rapport à l'action. Mais il y a quelque chose d'encore plus important dans ce processus. Ce n'est pas seulement la reconnaissance des excuses qui construit la discipline. C'est aussi la répétition de l'action malgré leur présence, parce que la résistance ne disparaît pas immédiatement.
Elle continue d'apparaître, parfois avec la même intensité, parfois sous des formes différentes. Mais à chaque fois que tu choisis d'agir malgré elle, tu modifies légèrement ta relation avec elle. Et cette relation évolue avec le temps. Au début, l'action demande un effort conscient important. Tu dois presque te forcer à traverser la résistance. Mais progressivement, ce moment devient plus familier. Tu commences à reconnaître le schéma plus rapidement. Et parfois, tu agis avant même que l'excuse ne devienne complètement formée. C'est ici que la discipline commence à devenir une habitude intérieure plutôt qu'un combat constant. Mais ce processus n'est jamais totalement linéaire. Il y a des jours où tu es plus conscient, plus stable, plus attentif. Et d'autres jours où tu retombes dans les anciens schémas, où les excuses apparaissent si vite que tu ne les remarques qu'après avoir déjà reporté l'action. Et ces variations peuvent créer de la frustration si tu les interprètes comme un échec. Mais en réalité, elles font partie intégrante du processus de transformation. Parce que la discipline n'est pas une ligne droite, c'est une courbe d'amélioration progressive, avec des retours en arrière temporaires, mais une tendance globale vers plus de cohérence entre intention et action. Et plus tu observes cette dynamique sans jugement excessif, plus tu développes une forme de stabilité intérieure. Tu commences à comprendre que la discipline n'est pas une identité fixe que certaines personnes possèdent et d'autres non. C'est un ensemble de micro-décisions répétées dans des moments ordinaires, des moments où tu choisis d'agir même sans envie, des moments où tu reconnais une excuse sans la suivre immédiatement, des moments où tu continues malgré une légère résistance interne. Et ce sont ces moments répétés qui construisent quelque chose de beaucoup plus solide que la motivation. Parce que la motivation dépend de l'état émotionnel. La discipline dépend de la répétition consciente. Et avec le temps, cette répétition commence à transformer ta perception de toi-même. Tu ne te vois plus uniquement comme quelqu'un qui essaie de devenir discipliné. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui agit malgré la résistance. Et cette identité émergente change tout. À ce stade, quelque chose de plus profond commence à se mettre en place dans ta manière de fonctionner au quotidien. Tu ne remarques peut-être pas immédiatement le changement, parce qu'il n'est pas spectaculaire, ni soudain. Il est progressif, presque invisible dans l'instant, mais extrêmement puissant sur la durée. Et ce changement concerne ta relation avec toi-même, avec tes décisions, et surtout avec l'idée de discipline. Tu commences à réaliser que la discipline n'est pas quelque chose que tu ressens avant d'agir. Elle n'est pas une émotion positive, ni une énergie particulière qui apparaît au bon moment. Elle n'est pas non plus une personnalité réservée à certains individus forts ou motivés. La discipline, en réalité, est une structure mentale construite à travers des répétitions conscientes dans des moments ordinaires. Et cette compréhension change la manière dont tu interprètes tes échecs passés. Parce que jusqu'à présent, tu pouvais penser que ton problème était un manque de motivation ou un manque de volonté. Mais maintenant, tu commences à voir quelque chose de différent. Tu vois que le vrai problème n'était pas l'absence de capacité, mais la présence constante de petites interruptions mentales qui détournaient ton action avant même qu'elle ne commence réellement. Ces interruptions prennent la forme d'excuses, mais aussi de micro-décisions, des ajustements subtils dans ton esprit, des justifications rapides, des pensées qui semblent raisonnables, mais qui te déplacent doucement loin de ce que tu avais décidé de faire. Et plus tu observes ce mécanisme, plus tu réalises qu'il est presque invisible lorsqu'il fonctionne en temps réel. Tu ne te dis pas consciemment « je vais abandonner ». Au contraire, tu te dis que tu vas simplement ajuster ton plan, reporter légèrement, réorganiser, attendre un meilleur moment. Et ces décisions semblent logiques, adaptées à la situation, même responsables. Mais si tu regardes le résultat global sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, un schéma devient évident. Les intentions sont là, mais l'exécution est irrégulière. Les débuts sont fréquents, mais la continuité est rare. Et les objectifs restent souvent au stade de projet plutôt que de réalité. C'est ici que la différence entre intention et discipline devient essentielle. L'intention est facile. Elle ne demande pas de confrontation avec l'inconfort immédiat. Elle existe dans l'espace des idées, des plans, des décisions futures. Mais la discipline commence exactement au moment où l'intention rencontre la résistance du réel. Et cette résistance est toujours subtile. Elle ne dit pas « arrête ». Elle dit « pas maintenant ». Elle ne rejette pas ton objectif. Elle le reporte. Elle ne supprime pas ton ambition. Elle la décale. Et ce décalage, répété dans le temps, crée une distance entre ce que tu veux
et ce que tu fais réellement. Brian Tracy insiste sur un point fondamental. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont jamais d'excuses. Ce sont celles qui ont appris à ne pas les accepter automatiquement comme des vérités finales. Parce qu'une excuse, au fond, est une décision déguisée. Elle ressemble à une explication, mais elle fonctionne comme un choix. Un choix de ne pas agir maintenant. Un choix de réduire l'inconfort immédiat au lieu de maintenir la direction à long terme. Et ce choix, lorsqu'il est répété, devient une habitude mentale. Mais cette habitude n'est pas figée. Elle peut être observée, interrompue et progressivement transformée. Et c'est ici que la conscience devient un outil essentiel. Parce que sans conscience, l'excuse devient invisible. Elle est intégrée dans ton raisonnement comme une évidence. Mais avec la conscience, même minimale, tu commences à voir le moment exact où ton esprit propose une alternative à l'action. Et ce moment est crucial. Parce qu'entre l'intention et la justification, il existe un espace très court. Un espace où rien n'est encore complètement décidé. Un espace où tu peux encore choisir d'agir ou de reporter. Mais la plupart des gens ne voient jamais cet espace clairement, parce que leur attention est déjà absorbée par le résultat de la pensée plutôt que par son émergence. Et c'est pour cela que la discipline semble difficile. Ce n'est pas l'action en elle-même qui est difficile. C'est le fait de rester présent au moment où la décision est en train de se former. Lorsque tu commences à développer cette présence, quelque chose change dans ta perception du temps intérieur. Tu remarques que l'envie de reporter une action ne dure pas éternellement. Elle apparaît, elle atteint un pic, puis elle diminue. Et si tu traverses ce pic sans céder immédiatement, tu observes souvent que la résistance perd de sa force. Ce phénomène est extrêmement important, parce qu'il montre que l'inconfort n'est pas permanent. Il est temporaire. Et la décision de céder ou d'agir est souvent prise dans un intervalle très court, où l'intensité de la résistance est maximale. Les personnes disciplinées ne sont pas celles qui ne ressentent jamais cette résistance. Ce sont celles qui ont appris à traverser cet intervalle, sans transformer immédiatement la résistance en décision. Et cela change tout, parce qu'au lieu de vivre dans un cycle où chaque résistance devient une excuse, tu commences à vivre dans un cycle où chaque résistance devient un moment d'observation. Et cette observation crée une nouvelle forme de liberté intérieure. Tu n'es plus entièrement gouverné par la première impulsion mentale. Tu développes une capacité à ralentir légèrement la transition entre pensée et action, et dans ce ralentissement, tu retrouves une marge de choix. Mais ce processus demande de la répétition. Il ne s'installe pas en une seule décision consciente. Il s'installe à travers des centaines de micro-moments où tu choisis, parfois consciemment, parfois presque automatiquement, de ne pas céder immédiatement à la justification mentale. Et avec le temps, ces micro-moments commencent à redéfinir ton identité. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui essaie de devenir discipliné. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui agit malgré la résistance intérieure. Et cette transformation identitaire est silencieuse mais extrêmement puissante. Parce qu'une fois que ton identité change, tes décisions commencent à suivre cette nouvelle image de toi-même. À ce point du processus, quelque chose d'encore plus subtil commence à émerger dans ta manière de vivre tes journées. Ce n'est plus seulement une question de discipline, ni même de gestion des excuses. C'est une question de perception de toi-même, en train d'agir dans le temps réel. Tu commences à voir que chaque journée n'est pas simplement une suite d'actions, mais une succession de micro-moments où ton esprit propose des directions différentes. Certaines te rapprochent de tes objectifs, d'autres t'en éloignent légèrement, sans jamais te sortir complètement du chemin d'un seul coup. Et c'est précisément cette subtilité qui rend le processus si difficile à détecter lorsque tu n'y prêtes pas attention. Parce que la plupart des gens imaginent la perte de discipline comme un événement clair. Une décision forte, un abandon visible, un changement radical de comportement. Mais dans la réalité, ce n'est presque jamais comme ça. C'est beaucoup plus progressif. C'est une accumulation de petites décisions de report, de petites rationalisations, de petites justifications qui, mises ensemble, créent un écart important entre intention et réalité. Et cet écart ne se remarque pas immédiatement. Tu continues à croire que tu es globalement sur la bonne voie. Tu continues à penser que tu avances, même si le rythme est irrégulier. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Tu avances. Mais tu avances avec des interruptions constantes qui modifient la vitesse et la direction de ton progrès. C'est ici que la notion de système devient essentielle dans la pensée de Brian Tracy. Parce que la discipline ne peut pas dépendre uniquement de la motivation ou de la volonté du moment.
Si chaque action nécessite une décision consciente intense, alors la fatigue mentale devient inévitable. Et cette fatigue augmente les chances de céder aux excuses. C'est pour cela que les personnes disciplinées ne comptent pas uniquement sur des décisions ponctuelles. Elles construisent des structures, des routines, des systèmes qui réduisent la nécessité de négociations internes à chaque instant. Par exemple, au lieu de décider chaque jour quand travailler, elles établissent des moments fixes. Au lieu de décider constamment si une tâche est importante, elles définissent des priorités claires à l'avance. Et au lieu de dépendre de leur état émotionnel, elles s'appuient sur des engagements déjà établis. Cela ne supprime pas les excuses, mais cela réduit leur espace d'intervention. Parce qu'une excuse a besoin d'un moment de décision pour exister. Si la décision est déjà structurée, l'excuse a moins de place pour se développer. Mais même avec des systèmes en place, le processus interne continue. Tu continues à ressentir des moments de résistance. Tu continues à avoir des pensées qui suggèrent des alternatives plus confortables. Et la différence n'est pas l'absence de ces pensées, mais la manière dont tu y réagis. Avec le temps, tu commences à remarquer un changement important. Tu observes les excuses plus tôt dans leur formation, avant qu'elles ne deviennent des décisions complètes, avant qu'elles ne se transforment en actions de report. Et cette observation précoce change la dynamique intérieure, parce que maintenant, tu n'es plus dans une situation où tu dois corriger une décision déjà prise. Tu es dans une situation où tu peux intervenir pendant la formation de la décision. Et cela crée un sentiment de contrôle plus profond, mais aussi plus stable. Ce contrôle ne vient pas de la suppression des pensées négatives ou des résistances. Il vient de la capacité à ne plus les confondre avec des instructions finales. Tu commences à voir que ton esprit produit constamment des suggestions. Certaines sont utiles, d'autres sont protectrices, d'autres sont simplement des réactions automatiques à l'inconfort. Mais aucune de ces suggestions n'est obligatoirement une vérité à suivre immédiatement. Et cette distinction est fondamentale. Parce qu'avant, chaque pensée de report pouvait être interprétée comme une raison valable. Maintenant, elle devient une information que tu peux examiner. Et ce simple changement de statut transforme ton rapport à l'action. Tu n'es plus dans un mode où tu dois te battre contre toi-même en permanence. Tu es dans un mode où tu observes un processus mental en cours et tu choisis de ne pas lui donner automatiquement le pouvoir décisionnel. Mais cela ne signifie pas que tout devient facile, parce que les habitudes anciennes ne disparaissent pas immédiatement. Elles continuent à apparaître, parfois de manière très forte, surtout dans les moments de fatigue, de stress ou de surcharge mentale. Et ces moments sont importants, parce qu'ils révèlent la profondeur réelle de tes automatismes. Dans les moments où tu es énergique et concentré, il est plus facile de rester discipliné. Mais dans les moments de fatigue, ton esprit revient plus facilement aux anciens schémas. Et c'est souvent là que les excuses réapparaissent avec plus de force. Mais même dans ces moments, quelque chose a changé. Tu les remarques plus vite qu'avant. Tu identifies plus rapidement le moment où la justification commence à se former. Et parfois, même si tu ne changes pas immédiatement ton comportement, tu prends conscience du processus en cours. Et cette conscience est déjà une forme de transformation. Parce que la discipline ne consiste pas seulement à agir parfaitement à chaque instant. Elle consiste à réduire progressivement le temps entre la prise de conscience et la correction de ton action. Au début, ce délai est long. Tu réalises après coup que tu as cédé à une excuse. Puis, avec le temps, tu réalises pendant. Et finalement, tu commences à réaliser avant que la décision soit complètement prise. Et cette évolution est ce qui change réellement ta trajectoire. Mais il est important de comprendre que ce processus n'est jamais totalement linéaire. Il y a des avancées et des retours en arrière, des moments de clarté et des moments de confusion. Et cette alternance fait partie intégrante du développement de la discipline. Parce que la discipline n'est pas un état fixe. C'est une capacité qui se renforce à travers l'observation répétée de tes propres mécanismes internes. Et plus tu observes, plus tu comprends que les excuses ne sont pas des ennemis extérieurs. Elles sont des produits internes de ton esprit cherchant à réduire l'inconfort immédiat. Et dans cette compréhension, quelque chose commence à se stabiliser profondément. À ce stade de ton évolution intérieure, quelque chose de plus stable commence à s'installer. Même si tu ne le remarques pas toujours immédiatement dans ton quotidien. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, ni une sensation de changement radical. C'est plutôt une modification progressive de ton rapport à tes propres pensées, à tes propres décisions
et surtout à cette tension constante entre ce que tu veux faire et ce que tu fais réellement. Tu commences à voir que la discipline n'est pas un combat ponctuel contre la motivation ou contre la paresse, mais une relation continue avec ton propre esprit. Et cette relation devient plus claire à mesure que tu observes les mécanismes qui se répètent en toi. Tu réalises que ton esprit ne cesse jamais de produire des suggestions. Certaines sont utiles, d'autres sont neutres, et beaucoup sont simplement des tentatives de réduire l'inconfort du moment présent. Et ce qui est fascinant, c'est que ces suggestions apparaissent souvent avec la même forme logique, la même apparence raisonnable, même lorsqu'elles conduisent à des résultats très différents. Par exemple, lorsque tu es face à une tâche importante, ton esprit peut te dire que tu es fatigué, que tu seras plus efficace plus tard, ou que tu devrais d'abord faire quelque chose de plus simple. Et chacune de ces pensées peut sembler parfaitement logique sur le moment. Mais si tu regardes le schéma global, tu remarques qu'elles produisent souvent le même effet, le report de l'action. Et ce report, répété dans le temps, devient une habitude structurelle. C'est ici que la différence entre intention et comportement devient la plus visible. Tu peux avoir une intention très claire, très forte, très sincère, mais si ton système mental transforme régulièrement cette intention en report, alors le résultat final ne correspond plus à ce que tu avais initialement décidé. Et c'est précisément pour cela que Brian Tracy insiste sur l'importance de la discipline comme capacité fondamentale. Parce que sans discipline, l'intention reste dans le domaine des idées. Elle ne traverse pas systématiquement le passage vers l'action. Mais à ce stade, tu commences à comprendre quelque chose d'encore plus profond. La discipline ne consiste pas seulement à exécuter des actions difficiles, elle consiste à maintenir une continuité entre ce que tu décides et ce que tu fais, malgré les variations internes de ton état mental. Et ces variations sont inévitables. Il y aura toujours des moments où tu te sens motivé, concentré, énergique, et d'autres moments où tu te sens fatigué, distrait ou mentalement chargé. Et dans chacun de ces états, ton esprit proposera des ajustements différents, souvent orientés vers le confort immédiat. Mais les personnes disciplinées ne sont pas celles qui n'ont jamais ces variations. Ce sont celles qui ont construit une relation différente avec ces variations. Au lieu de les voir comme des signaux pour changer de direction, elles les voient comme des états temporaires qui n'annulent pas les décisions déjà prises. Et cette distinction est essentielle, parce que sans elle, chaque variation interne devient une opportunité de réévaluation complète. Et cette réévaluation constante rend la continuité extrêmement difficile. C'est pour cela que beaucoup de gens vivent dans un cycle répétitif. Ils prennent une décision, puis leur état interne change, puis leur décision change avec lui. Et ce cycle se répète encore et encore, empêchant la construction d'une trajectoire stable. Mais lorsque tu commences à observer ce mécanisme, quelque chose change dans ta perception du temps. Tu commences à voir que la discipline n'est pas seulement une action isolée, mais une chaîne continue de micro-décisions cohérentes. Et chaque micro-décision renforce ou affaiblit la direction générale. Et cela signifie que ton futur n'est pas déterminé par une seule grande décision, mais par la somme de ces petits moments invisibles. Chaque fois que tu agis malgré une légère résistance, tu renforces la continuité. Chaque fois que tu cèdes immédiatement à une excuse, tu introduis une rupture dans cette continuité. Et ces ruptures, même petites, ont un effet cumulatif. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que ce processus n'est pas une question de perfection. Il ne s'agit pas de ne jamais céder, de ne jamais hésiter, ou de ne jamais reporter. Il s'agit de réduire progressivement la fréquence et la durée de ces interruptions, et surtout, de devenir plus conscient de leur apparition. Parce que la conscience change la nature du comportement. Quand tu n'es pas conscient d'une excuse, elle devient une décision automatique. Quand tu es conscient, elle devient une option parmi d'autres. Et cette différence transforme complètement la dynamique intérieure. Avec le temps, tu commences à développer une forme de stabilité mentale qui ne dépend plus uniquement de ton état émotionnel du moment. Tu ne te définis plus par ce que tu ressens, mais par la manière dont tu réponds à ce que tu ressens. Et cette nuance est fondamentale, parce que les émotions et les pensées continueront toujours à fluctuer. Mais la discipline se construit dans la manière dont tu choisis d'agir malgré ces fluctuations. Et plus tu répètes ce processus, plus il devient naturel. Au début, il demande un effort conscient important. Tu dois te rappeler tes objectifs, reconnaître les excuses et faire un choix délibéré. Mais progressivement, ce processus devient plus rapide, plus automatique, plus intégré. Et à un moment donné,
Tu remarques que tu n'es plus uniquement en train de lutter contre les excuses. Tu es en train de les observer, de les comprendre et de les dépasser presque naturellement. Mais même à ce niveau, le processus continue à évoluer, parce que chaque nouvelle situation apporte de nouvelles formes de résistance, de nouvelles excuses et de nouvelles opportunités de recul ou d'action. Et c'est dans cette dynamique constante que la discipline se construit réellement, non pas comme un état final, mais comme une capacité vivante qui se renforce à travers chaque décision consciente. À la fin de ce parcours, quelque chose de beaucoup plus calme commence à s'installer dans ta manière de fonctionner. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, ni un changement soudain dans ta personnalité. C'est plutôt une forme de clarté silencieuse qui s'installe progressivement dans ta relation avec tes propres pensées, tes décisions et ton comportement quotidien. Tu commences à comprendre que la discipline n'a jamais été une question de capacité cachée que certaines personnes possèdent et d'autres non. Elle n'a jamais été un trait mystérieux réservé à une élite. Elle a toujours été un processus simple dans son principe, mais difficile dans son application constante. Faire correspondre ce que tu décides avec ce que tu fais, malgré les fluctuations internes de ton esprit. Et ces fluctuations, tu réalises maintenant qu'elles sont normales. Elles font partie du fonctionnement humain. Il y aura toujours des moments de fatigue, de doute, de résistance ou de distraction. Et dans chacun de ces moments, ton esprit continuera à proposer des alternatives plus confortables, des ajustements plus faciles, des chemins plus immédiats vers le soulagement. Mais ce que tu vois maintenant plus clairement, c'est que ces propositions ne sont pas des ordres. Ce sont des suggestions internes, des mécanismes automatiques qui cherchent à réduire l'inconfort du moment présent. Et la différence entre une vie disciplinée et une vie désorganisée ne réside pas dans l'absence de ces suggestions, mais dans la manière dont tu y réponds. Tu commences à réaliser que chaque jour est rempli de ces micro-moments invisibles. Des moments où tu pourrais agir, mais où ton esprit propose un report. Des moments où tu pourrais continuer, mais où une justification apparaît. Des moments où tu pourrais avancer, mais où une pensée te pousse doucement vers l'arrêt temporaire. Et c'est dans ces moments que tout se joue. Pas dans les grandes décisions spectaculaires, mais dans ces instants ordinaires où personne ne te regarde, où aucune pression extérieure ne t'oblige à agir, et où la seule chose présente est la conversation entre ton intention et ton confort immédiat. C'est là que Brian Tracy place l'essence de la discipline, la capacité à reconnaître que l'inconfort n'est pas une raison suffisante pour abandonner une direction importante, la capacité à voir une excuse pour ce qu'elle est réellement, une tentative mentale de réduire la tension entre effort et confort, et la capacité à ne pas transformer cette tension en arrêt automatique. Avec le temps, tu commences aussi à observer quelque chose d'encore plus profond. Tu remarques que la discipline n'est pas seulement liée à l'action, mais aussi à l'identité que tu construis à travers ces actions répétées. Parce que chaque fois que tu agis malgré une résistance, tu renforces une image intérieure différente de toi-même. Tu n'es plus simplement quelqu'un qui essaie d'être discipliné. Tu commences à être quelqu'un qui agit même en présence d'excuses. Et cette différence est subtile, mais fondamentale, parce que ton identité influence tes décisions futures. Et plus cette identité devient stable, plus les décisions alignées avec elle deviennent naturelles. Mais ce processus n'est pas linéaire. Il y a des jours où tu agis avec clarté, fluidité et constance, et d'autres jours où tu retombes dans les anciens schémas, où les excuses prennent le dessus plus rapidement, où la résistance semble plus forte que ta capacité à la dépasser. Et ces moments peuvent sembler être des retours en arrière. Mais en réalité, ils font partie du processus de stabilisation. Parce que la discipline ne se construit pas en supprimant totalement les anciens schémas du jour au lendemain. Elle se construit en réduisant progressivement leur influence, leur fréquence et leur pouvoir décisionnel. Et surtout, en augmentant la vitesse à laquelle tu les reconnais. Au début, tu remarques une excuse après coup. Puis tu la remarques pendant qu'elle influence ta décision. Et finalement, tu commences à la remarquer au moment même où elle apparaît. Et cette évolution change tout. Parce que la conscience précoce est ce qui permet l'intervention. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Mais dès que tu vois le processus en cours, même légèrement, tu peux commencer à le modifier. Et c'est dans cette capacité d'observation que réside la véritable transformation. Tu commences à comprendre que la discipline n'est pas une lutte constante contre toi-même. Ce n'est pas un combat permanent entre motivation et résistance. C'est une pratique d'observation et de choix répétés dans des moments ordinaires. Et plus tu observes, plus tu développes une forme de calme intérieur, parce que tu n'es plus entièrement dépendant de tes états mentaux du moment pour agir.
Tu n'es plus prisonnier de la motivation ou de l'absence de motivation. Tu développes une capacité à agir indépendamment de ces fluctuations. Et cela change profondément ton expérience de la vie quotidienne. Les tâches ne deviennent pas nécessairement plus faciles, mais ton rapport à elles devient plus stable. Tu ne te laisses plus emporter aussi facilement par les variations internes. Tu construis une continuité dans l'action, même imparfaite, même progressive. Et cette continuité, avec le temps, devient la base de résultats réels. Mais peut-être le plus important de tout ce processus, c'est la compréhension finale qui commence à émerger. La discipline n'est pas quelque chose que tu acquiers une fois pour toutes. Ce n'est pas une destination finale, c'est une relation continue avec tes propres décisions, renouvelée chaque jour, dans chaque moment où une excuse pourrait apparaître, mais où tu choisis de continuer malgré tout. Et dans cette compréhension, quelque chose se stabilise profondément en toi.